Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler des émulateurs. Ce sont des logiciels qui simulent très précisément le fonctionnement d'autres machines. Par exemple, on peut utiliser un PC moderne pour simuler de vieux ordinateurs ou de vieilles consoles dans une fenêtre. On peut ainsi retrouver d'anciens jeux ou logiciels exactement comme sur les machines d'origine. Et vous allez voir, ça a beaucoup d'avantages. De nos jours, il existe beaucoup d'émulateurs. On peut par exemple émuler les anciens ordinateurs, Commodore 64, Amstrad CPC, Thomson, Atari ST, Amiga, et même des anciens PC pour faire tourner les vieux jeux. On peut aussi émuler les consoles, Atari 2600, PC Engine, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo, PlayStation, et même les bornes d'arcade, Street Fighter 2, Outrun, Virtua Racing. Bref, on peut émuler quasiment toutes les anciennes machines. Mais un émulateur, comment ça marche? D'abord, il faut simuler le fonctionnement de la machine cible. Sur les machines d'origine, ce comportement est défini par les composants matériels, ce que l'on appelle hardware en anglais. Dans les émulateurs, le comportement du hardware est imité par logiciel. La carte graphique et l'écran sont simulés dans une fenêtre. On peut la déplacer sur le bureau comme avec n'importe quel autre logiciel. Et bien sûr, on peut passer en mode plein écran pour avoir les mêmes sensations que sur la machine d'origine. Le matériel audio est lui aussi simulé, et les sons produits sont envoyés directement vers les haut-parleurs. Pour simuler le clavier, on utilise le clavier du PC. Mais comme les claviers varient selon les machines et les pays, il arrive souvent que certaines touches ne correspondent pas tout à fait. C'est souvent ce qui est le plus gênant avec les émulateurs d'ordinateurs. Pour simuler le joystick, on peut soit utiliser un vrai joystick USB ou utiliser les touches du clavier. Mais dans tous les cas, il faut faire correspondre les boutons ou les touches du PC avec les boutons du joystick émulé. Et selon les émulateurs, c'est plus ou moins facile. Le cerveau d'un ordinateur ou d'une console, c'est son microprocesseur. Les anciennes machines étaient équipées de processeurs Z80, 6502 ou 68000 par exemple. Comme les autres composants, ce sont des circuits électroniques. Et leur rôle est d'exécuter des programmes en langage machine. Le problème, c'est que le langage machine de ces anciens processeurs est différent de celui des processeurs x86 qui équipent les ordinateurs modernes. Une fois de plus, la solution est de simuler le fonctionnement des anciens processeurs par un logiciel que l'on appelle émulateur de CPU, et qui s'exécute sur le nouveau processeur. Ce logiciel est capable d'exécuter le langage machine de l'ancien processeur et d'interagir avec le reste du matériel émulé. Il y a une seule limite, la vitesse. D'une manière générale, il faut que le processeur de la machine hôte soit beaucoup plus puissant que la machine émulée. Heureusement pour nous, les processeurs qui équipent les ordinateurs actuels sont beaucoup plus rapides que ceux des anciens ordinateurs. On a donc de la marge. Et qu'en est-il des logiciels? La première chose qui s'exécute quand on allume une machine, c'est le logiciel présent sur la ROM de la carte mère. Ce type de logiciel est aussi appelé BIOS ou firmware. Pour que l'émulateur puisse démarrer, et qu'il affiche les mêmes choses que la machine d'origine, il faut impérativement posséder une copie de cette ROM sous forme de fichier. Dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment récupérer la ROM de certains ordinateurs. Par exemple, si on démarre un émulateur Atari ST avec la ROM du TOS, on se retrouve sur le bureau, comme avec un vrai Atari. Ensuite, comment fait-on pour lancer les logiciels? Sur les consoles, les jeux sont stockés sur la ROM des cartouches. On peut les copier dans des fichiers avec un linker, comme je vous l'ai déjà montré. Notez que les anciennes consoles n'ont pas de BIOS. Tout est inclus dans la ROM des cartouches. Donc avec un émulateur console et une copie des ROM, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Pour les ordinateurs, on utilise généralement des images de disquettes. Il s'agit de fichiers qui représentent l'intégralité du contenu des disquettes d'origine. Là aussi, je vous ai montré comment créer des images de disquettes dans les vidéos précédentes. Donc j'insère une disquette virtuelle dans un lecteur virtuel, et je peux immédiatement jouer au jeu. Vous avez vu, les émulateurs permettent de simuler presque à la perfection les machines d'origine. Et ils peuvent faire bien plus que ça. Pour émuler un disque dur, c'est la même chose que pour une disquette. On travaille avec une image disque, c'est-à-dire un gros fichier qui contient toutes les données du disque dur émulé.
Mais il n'est pas toujours facile d'échanger des données avec les images disques. Heureusement, certains émulateurs peuvent simuler un disque dur à partir des fichiers présents dans un répertoire de la machine hôte. C'est particulièrement pratique pour lancer les utilitaires. Par défaut, les émulateurs simulent la vitesse des machines d'origine. Mais les ordinateurs actuels sont devenus tellement rapides qu'ils peuvent augmenter cette vitesse des dizaines, voire même des centaines de fois. C'est très pratique pour les utilitaires qui ont besoin de puissance. À l'intérieur d'un émulateur, le temps semble s'écouler normalement. Et pourtant, à l'extérieur, il se passe des choses étonnantes. La plupart des émulateurs ont une fonction pause. Quand on l'active, c'est comme si le temps s'arrêtait à l'intérieur. Et quand on l'annule, le temps reprend son cours. Certains émulateurs vont plus loin avec la fonction snapshot. C'est un peu comme une mise en pause, mais l'état de la machine est sauvegardé dans un fichier sur le disque. On peut arrêter l'émulateur, ou même éteindre l'ordinateur. Et plus tard, on peut recharger ce snapshot pour retrouver la machine dans le même état, comme s'il n'y avait eu aucune interruption. Les snapshots permettent même de retourner dans le passé, car on peut continuer à utiliser la machine après avoir fait un snapshot. On peut effectuer des actions risquées, et si ça tourne mal, on peut recharger le snapshot pour retourner dans le passé et continuer comme si de rien n'était. Par ailleurs, certains émulateurs disposent d'une fonction avance rapide. C'est très pratique pour réduire les temps de chargement ou passer les introductions. Il paraît même que certains émulateurs ont une fonction retour rapide qui permet de retourner dans le passé à volonté. Les émulateurs permettent de faire des copies d'écran en appuyant sur une touche. Et parfois même d'enregistrer des vidéos. C'est l'idéal pour faire des présentations. Les écrans modernes ont une définition beaucoup plus élevée que sur les anciennes machines. Mais les anciens jeux étaient en basse résolution. Quand on agrandit l'image, on se retrouve avec de gros pixels carrés, ou avec une image un peu floue. Heureusement, les émulateurs permettent d'améliorer l'image. Par exemple, en ajoutant des scanlines pour simuler l'affichage caractéristique des écrans cathodiques. Avouez qu'on s'y croirait. Certains émulateurs permettent même de convertir les jeux 3D en haute définition. Dans ces conditions, les jeux émulés deviennent plus beaux que sur les machines d'origine. Les vrais ordinateurs utilisent des ROM sous forme de puces électroniques. On peut difficilement les changer. En revanche, les émulateurs utilisent des ROM sous forme de fichiers, donc on peut très facilement tester plusieurs versions différentes. Par exemple, sur Atari ST, on peut utiliser la ROM d'Emutos. C'est un système d'exploitation libre et compatible avec le TOS d'Atari. Et sur console, on peut utiliser des jeux traduits en français par des passionnés, bien qu'ils ne soient jamais sortis sous forme de cartouches. Certains émulateurs incluent un debugger. C'est un outil qui permet de visualiser le langage machine exécuté par le processeur. C'est très pratique pour les développeurs car ce debugger externe ne perturbe pas les programmes émulés. Et encore mieux, certains émulateurs permettent de visualiser l'état complet de la machine. Ce sont des outils inestimables pour faciliter le développement et la mise au point des programmes. Les émulateurs ont parfois des fonctions supplémentaires pour améliorer les machines d'origine. Par exemple, des modes vidéo étendus pour avoir plus d'espace sur l'écran. Ou même une carte réseau virtuelle pour surfer sur le web. Bref, les possibilités sont infinies. Je viens de vous montrer des émulateurs sur PC. Mais comprenez bien que n'importe quelle machine peut en émuler une autre, à condition d'être suffisamment rapide et d'avoir assez de mémoire. Et de nos jours, c'est même le cas de nos smartphones. Quand on cherche émulateur parmi les applications disponibles, on en trouve des dizaines. Ils fonctionnent comme sur PC, et ils ont une interface graphique améliorée qui permet de transformer l'écran tactile en joypad. Et n'oublions pas le Raspberry Pi. C'est un ordinateur miniature à base de processeurs ARM comme les smartphones.
Ils disposent d'une puissance modeste, mais néanmoins suffisante pour faire fonctionner Linux et la plupart des émulateurs. Il existe même des distributions spécifiques comme RetroPie et Recalbox qui sont entièrement dédiées aux émulateurs. Finalement, ces émulateurs, c'est bien pratique. Mais est-ce qu'on peut en faire autre chose que du rétrocomputing? Bien sûr que oui, et c'est même très utile. Les émulateurs sont particulièrement utiles pour le développement embarqué. Par exemple, quand on veut créer une application pour smartphone, on ne programme pas directement sur le téléphone. En pratique, on utilise un environnement de développement sur ordinateur. Mais pour faire les tests, on n'a pas forcément tous les téléphones et tablettes sous la main. Heureusement, on peut tester les applications dans un émulateur. Mamma mia! De nos jours, il y a un domaine essentiel qui utilise massivement les émulateurs. Il s'agit de la virtualisation, c'est-à-dire l'utilisation de machines virtuelles. Rappelez-vous, je vous ai montré qu'on pouvait émuler de vieux PC avec DOSBox. Mais on peut aussi émuler un PC moderne avec des outils comme VirtualBox ou VMware. C'est ça, la virtualisation. On a donc un PC réel qui fait fonctionner un second PC virtuel dans une fenêtre. À première vue, ça peut paraître un peu bizarre. D'abord, on peut s'interroger sur les performances. Et rassurez-vous, tout va bien de ce côté-là. Les logiciels de virtualisation sont particulièrement optimisés. Et les processeurs récents sont même équipés de technologies dédiées, telles que Intel VT, qui permettent de faire de la virtualisation de manière très performante. Ainsi, sur un système Windows, on peut lancer un second Windows dans une machine virtuelle VirtualBox, et bénéficier de tous les avantages des émulateurs, comme la mise en pause, les snapshots, etc. On peut même lancer une deuxième machine virtuelle, avec un système Linux par exemple, et faire communiquer le tout via un réseau virtuel. Bref, les possibilités sont infinies. Et les hébergeurs d'infrastructures l'ont bien compris. De nos jours, quand on loue un serveur dédié, il s'agit généralement d'une machine virtuelle qui vit quelque part dans le cloud. On peut donc dire qu'aujourd'hui, la majeure partie d'Internet repose sur des émulateurs. Voilà, maintenant vous savez tout sur les émulateurs. Vous avez compris qu'il s'agit d'outils essentiels pour le rétrocomputing, et aussi pour les machines virtuelles sur les postes de travail et les serveurs. Les émulateurs sont tellement élaborés qu'en général, les logiciels n'ont aucun moyen de savoir s'ils sont en train de s'exécuter sur un vrai ordinateur ou une machine virtuelle. Et vous, êtes-vous vraiment sûr d'être dans la réalité en ce moment, et pas dans un émulateur? Quoi qu'il en soit, je vous dis tout simplement, à bientôt pour de nouvelles vidéos.